Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d'abord, une petite pensée pour celui qui m'a accompagné dans ce combat contre le sel nitrité, le professeur Axel Kahn, qui, jusqu'au dernier jour de sa mort dans la joie, me demandait d'être son âme dans l'hémicycle. Et donc, je le dis à Axel, on pense à toi. Je souhaite dire que ce texte a été voté en commission des affaires économiques à l'unanimité des partis politiques. Et donc, c'est un texte co-construit et collégial. Je tiens à remercier, bien évidemment, Michel Crouzet et Barbara Bessot-Ballot, grandes défenseurs de la gastronomie française et co-rapporteurs de notre mission d'information ayant abouti à cette proposition de loi. Je tiens également à remercier Cédric Villani qui a accompagné, au nom de l'Assemblée nationale, la démarche scientifique. Je tiens à souligner également que Sébastien Jumel, en audition et en commission, a été vraiment d'une grande défense sur le sujet. Et je tiens également à remercier le candidat Roussel à la présidentielle de mettre sur la table le camembert, le fromage et la gastronomie française. Je tiens également à remercier en commission Dominique Potier qui nous demandait de trouver l'équilibre entre science et conscience. Je tiens également à remercier Thierry Benoît, ardent défenseur de la paysannerie française, car la France produit les meilleurs cochons du monde. Je tiens également à remercier Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loir, mais d'origine Haute-Loire, d'où je tue mon cochon depuis 30 ans et où j'y fais ma charcuterie. Ainsi, je tiens également à remercier les administrateurs et plus particulièrement Diane Boucher, qui nous a tant apporté tout au long de ce travail. Enfin, je tiens à remercier mes collègues du groupe Bodem qui, malgré quelques pressions, m'ont apporté leur soutien sans faille. L'alimentation, c'est l'histoire de l'humanité. Des cavernes, où l'homme est cueilleur nomade, à la sédentarisation, où il invente l'agriculture. L'alimentation est partout. Chaque religion y a ses rites. Les révolutionnaires, eux, y décrochent les tableaux de la scène biblique pour les remplacer par les tableaux des banquiers républicains. La table est donc l'histoire de tous. Comment sont apparus les mets qui composent la gastronomie française? La table française, c'est le produit d'une histoire multimillénaire, une histoire au cours de laquelle, de génération en génération, de paysan en paysan, de charcutier en charcutier, un patrimoine de produits, de tours de main et de technologies s'est constitué. Regardez les fromages. Le lait frais s'abîme en quelques jours. Mais si on transforme ce lait en fromage, on dispose d'un produit qui se conserve, que l'on peut échanger, qui permet de s'alimenter même lorsqu'on est loin du troupeau. La tome de fromage, si chère au président Mignola dans ses montagnes, les hommes du passé l'ont mise au point afin de pouvoir disposer d'une façon de conserver le lait, délicieuse source de protéines et de calcium. Pareil pour la charcuterie. La charcuterie, c'est de la viande fraîche qu'on a transformée pour la rendre consommable plus tard. Nos lointains ancêtres ont mis au point ce procédé génial qui a permis de transformer une pâte de cochon en jambon. Les hommes du passé l'ont mis au point afin de pouvoir disposer d'une façon de conserver la matière carnée. Ma grand-mère disait « c'est pas le moyen de passer l'hiver ». Alors que la viande de porc fraîche s'abîme à toute vitesse, la viande transformée en charcuterie se conserve, à l'origine grâce à un ingrédient magique, le sel. Je ne parle pas de sel nitrité ni de salpêtre. Pendant des millénaires, on a fabriqué des charcuteries en employant de la viande de porc et du sel, du simple sel, comme l'excellent jambon de Bayonne. C'est toujours comme ça qu'on fait dans certains villages de Corse, si chers aux députés Pupponi, Aquaviva et Mattei. Ou encore, une fois, chez les meilleurs fabricants de jambon de Bayonne. Ou chez les authentiques fabricants de saucissons de nos régions, d'Auvergne ou même de charcuterie alsacienne. La gastronomie, c'est aussi l'art de l'intégration réussie. La pizza et le couscous, n'en déplaise à certains, sont les deux plats préférés des Français. La gastronomie est toujours source d'intégration quand elle est forte sur ses bases. Puis est arrivée la révolution mondialisée, de la chimie triomphante. Des chimistes audacieux ont mis au point des techniques pour simplifier la transformation de la viande, pour l'accélérer, pour améliorer l'aspect visuel des produits obtenus, pour standardiser les procédés. Des additifs nitrés ont été mis au point. Les vendeurs d'additifs chimiques sont apparus. La malbouffe est rentrée sur la route infernale. Ne nous y trompons pas, le retour au vintage actuel est la marque d'une époque qui se cherche. Ne voyant pas le sens devant elle, la civilisation occidentale se réfugie dans un passé sublimé. Non, je vous le dis,
Le bien manger est devant nous, à condition d'avoir le courage de définir nos réels besoins et de remanier la relation entre le paysan qui produit et celui qui consomme. Oui, cette loi a pour objectif de remplir ce gouffre que la grande distribution a mis entre celui qui achète et celui qui produit. Nous devons combler ce fossé. Lorsque les additifs nitrés sont entrés dans les usages, leur effet mortifère était inconnu. On les a autorisés parce qu'ils permettaient de produire plus vite, plus facilement des charcuteries aux aspects attrayants. On les a autorisés parce que dans d'autres pays, on les avait autorisés et parce que nous ne voulions pas soumettre nos productions à des exigences qui auraient diminué notre compétitivité. Autrement dit, on a autorisé les additifs nitrés parce qu'on les croyait de bonne foi inoffensifs. Le sel nitrité a été autorisé en France qu'en 1964. À l'époque, personne ne se doutait qu'il découvrirait un jour qu'en agissant avec la matière carnée, le sel nitrité donnait naissance à un composé nitrosé dangereux pour la santé. Que faire lorsque les scientifiques découvrent après coup qu'une substance qui a été autorisée et qui est passée dans l'usage des effets délétères n'avait pas été prise en compte au moment de leur autorisation? C'est tout le drame de la charcuterie nitritée. Si on sait aujourd'hui que les charcuteries nitrées sont cancérogènes, c'est avant tout grâce au Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC. Dans les années 60, à l'initiative acharnée du général de Gaulle, le CIRC a été créé à Lyon. Il constitue l'agence cancer de l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif de l'époque est de trouver les agents qui causent le cancer et non se contenter de les soigner a posteriori. Le CIRC qui a identifié l'effet cancérogène des composés nitrosés. C'est le CIRC qui a classé la charcuterie comme cancérogène avéré. Oui, je dis bien avéré. Au lieu d'embrasser les nouvelles connaissances scientifiques, certains industriels ont sorti les crocs et se sont blindés dans le déni. La tête dans le sel nitrité, le nez dans les comptes et la morale dans le cosmos. Aujourd'hui, le lobby de la charcuterie nitrée voudrait faire croire que les résultats du CIRC étaient erronés. D'après leur porte-parole, le CIRC s'est trompé, tout simplement. Ou alors, plus subtil encore, mais tout aussi mensonger, les résultats obtenus par l'Agence mondiale de la santé ne concernent que l'étranger, pas la France. Pour eux, le jambon nitrité américain tue, mais le jambon nitrité français, par miracle, serait indemne. Au résultat des experts du CIRC, les industriels et certains industriels voulaient qu'on préfère des résultats de quelques scientifiques rares qui sont rémunérés grassement. On voit aujourd'hui certains scientifiques français, pourtant payés avec les deniers publics, signer en parallèle des contrats de collaboration avec l'industrie des viandes nitrées. On peut le faire, mais on doit le déclarer. Pour quelques millions d'euros, ces scientifiques, en apparence bien sous tout rapport, mais à la déontologie suspecte, le font et ne vous le disent pas. Il est trop souvent trop tard pour fabriquer du cognitif faux. Aux tricheurs, je le dis solennellement, on vous regarde. Cette loi propose le principe d'une trajectoire de suppression des additifs nitrés. Mais au-delà de ça, cette loi pose la question fondamentale que nous devons avoir ici, la vigilance de protéger les plus pauvres. Je le dis à ceux qui ont cru pouvoir tenir et venir en commission et en mission d'information nous mentir que nous serons vigilants. Nous avons l'œil, le Parlement est là pour protéger les Français, et notamment les plus pauvres. On vous demandera des comptes, car on doit protéger les Français. Nous sommes ici la représentation tous du peuple français. Nous avons le devoir d'être la vigie de la bonne santé. Cette proposition de loi est historique. C'est le rendez-vous du législateur avec le progrès de la science et de la demande sociétale. Les plus rétrogrades des industriels des viandes nitrées nous demandent de ne rien faire, d'attendre, toujours attendre, encore attendre, ou de faire, mais alors au ralenti, en préservant leur intérêt. Pour eux, chaque mois qui passe est un répit financier. On ne peut pas laisser les Français démunis devant une telle catastrophe. Si d'aventure les lobbyistes et leurs divers relais arrivaient à influencer l'expertise, il sera de notre responsabilité de dénoncer s'il y a lieu. La politique doit toujours l'emporter sur l'économique. Nous dénoncerons le copinage, le pantouflage. Comment tolérer qu'après avoir travaillé aux côtés de l'administration comme haut fonctionnaire, ce même haut fonctionnaire aille se remplir les poches en monnayant son entre-gens et ses réseaux, en travaillant pour les lobbying des viandes nitrées? Ces petits arrangements avec la déontologie gangrènent la confiance des citoyens en leur institution. Ils sont le cancer de la démocratie. Si la loi protège moins vite que les entreprises citoyennes, comme Yuka
ou les associations comme la Ligue contre le cancer, alors les citoyens se détourneront des urnes et de la démocratie au profit d'une jungle où le prêt-à-penser populiste et manipulatoire sur les réseaux sociaux. Cette loi humaniste proposée par le mouvement démocrate est une réponse concrète à la malbouffe qui touche surtout les plus pauvres. Nous serons là, le mouvement démocrate, ainsi que l'ensemble de la représentation nationale, pour qu'il n'y ait pas deux alimentations en France, une pour les riches et les bobos qui auraient le droit de manger sans avoir le risque de mourir, et une pour les pauvres auxquels on ferait de l'argent. Je vous demande, par ce vote, de rendre hommage aux plus pauvres qui ont eux aussi le droit de bien manger. Je vous remercie.